Merci d'être venu à cette présentation sur comment développer sur un Chromebook. Alors ça va être un guide de survie sans vraiment d'image ou de démo parce que c'est compliqué de capturer la vidéo d'un Chromebook avec le système qu'on a. Donc la présentation se fera sur un Mac et voilà. Alors je me présente, si ça veut bien. Voilà. Je m'appelle Florent Via, je suis couteau suisse en informatique et technologie chez OnePoint depuis 2013 et j'y fais du dev, du DevOps, du pilotage et de l'IT de temps en temps. Voilà. Alors un Chromebook, c'est quoi? C'est d'abord un ordinateur portable, généralement léger, généralement avec une bonne batterie, généralement il fait pas de bruit et généralement il est pas cher. Alors pourquoi généralement? Parce qu'il y a plusieurs modèles qui sont sortis récemment, les prix ont changé, donc ça a tendance à avoir changé. Et surtout, ça fait tourner Chrome OS. Alors Chrome OS, c'est quoi? C'est un OS qui est conçu et supporté par Google, basé sur Linux, et qui sert à faire tourner juste Chrome, le navigateur, et c'est tout. En fait, on a après des petites API pour accéder au sous-système, mais c'est vraiment très léger. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour développer sur un ordinateur qui fait tourner que Chrome? Alors, l'ancienne manière de faire, jusqu'en 2015-2016, c'était un truc en 3 étapes. Étape 1, on installe Linux. Étape 2, étape 3, on en profite. Ou pas. Le truc, c'est qu'en faisant ça, on faisait un peu sauter la garantie, entre guillemets, et on perdait certains intérêts du système, comme la protection, le chiffrement du disque et la protection au boot de la machine. Du coup, on fait comment? Alors, si on veut conserver le système tel quel quand on l'achète, sans passer en mode développeur, sans faire un dual boot, etc., on va passer par des extensions Chrome qui vont faire le café dans la plupart des cas. Depuis peu, sur pas mal de modèles, on peut installer des applications Android parce qu'on a accès au Play Store depuis le système Chrome OS, ce qui permet notamment d'installer une application qui est assez pratique, qui s'appelle Termux, qui en fait permet d'avoir une sorte de vrai bash, un vrai shell, avec un vrai système de gestionnaire de paquets, pour installer des paquets sur son système. Dans une partie vraiment spécifique à Android et isolée du reste du système, mais on peut quand même installer des paquets comme Node.js, Vim, ce que vous voulez. L'autre méthode, si on n'a pas accès au Play Store, c'est de faire comme avant avec un shroot, avec une application qui s'appelle Crouton, un petit script qui en fait facilite l'installation d'un système, une distribution de son choix, en passant le Chromebook en mode développeur. Donc ça, c'est vraiment si on veut travailler sur sa machine en local, sans dépendre de services web. Si on est d'accord et qu'on veut utiliser un peu plus les services web, on a des IDE en ligne type Cloud9 qui permettent en fait de développer, d'avoir complètement son IDE dans le cloud et tout l'environnement d'exécution de développement dans le cloud. Depuis quelques temps, il y a Eclipse qui est sorti, qui essaye de concurrencer Cloud9 en reprenant les systèmes d'Eclipse pour tout ce qui est la compilation, l'autocomplétion, etc., avec une nouvelle interface web, en fait. Donc c'est du Eclipse, c'est le moteur d'Eclipse dans une interface web qu'on peut héberger sur ses propres serveurs. Une autre solution, c'est de louer par exemple un serveur dédié, d'y installer un Proxmox, de faire des VM dedans et de tout faire tourner son environnement de développement et d'exécution de développement sur ses propres VM. La Rolls, ce serait d'utiliser un OpenShift avec une interface avec Eclipse, et c'est ce qui est en train de préparer Red Hat avec OpenShift.io, qui sera un service en ligne où on pourra créer des environnements de développement sur son propre cloud ou dans un cloud provisionné chez AWS, Azure ou autre.
Du coup, voilà, on a un petit panel de solutions qu'on peut utiliser pour développer. On a une certaine répartition entre un petit chez soi ou un grand chez les autres. En gros, développer sur un Chromebook, c'est un peu ça. C'est suivant la méthode qu'on va utiliser, avoir un petit chez soi, parce que les Chromebooks, niveau spec, en termes de stockage, sont pas forcément tip-top. Sinon, on peut aller chez les autres, dans le cloud, et là, on a beaucoup plus de liberté de ce qu'on peut faire. Du coup, qu'est-ce qui fonctionne? Les Google Slides, ça fonctionne, même dans un bus, quand on les a faites à l'arrache. On peut avoir des extensions assez sympas pour avoir des clients SSH qui fonctionnent plutôt bien. On a même des clients moches. Alors c'est Mobile Shell, je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet de maintenir une connexion SSH même quand on a une connexion 4G qui ne marche pas très bien, comme chez Free. Et on peut avoir des clients Remote Desktop, Windows. Alors typiquement, j'ai fait un truc qui était assez marrant. Depuis mon Chromebook, dans mon canapé, j'avais installé un Windows et des applications Windows dans une VM qui était fournie. Ah, tiens, on a perdu la connexion. Ok. Dans une VM qui était fournie, alors je ne sais plus le nom du service, mais en fait on a un service en ligne qui permet de créer de provisionner des VM Windows et d'y accéder en remote desktop. Donc si vous voulez tester des applications Windows, même sur un Chromebook, vous pouvez. Ça sera dans le cloud, ça sera chez les autres, mais vous pouvez. Pareil, on a du Chrome Remote Desktop, du coup, qui est très pratique. C'est pratique pour coder du HTML, CSS, JS. On a des petits IDE qui tournent sous forme d'extension, qu'on peut utiliser sans avoir à passer le Chromebook en mode développeur. Après, c'est des extensions qui, en fait, à la base, étaient gérées par Google, notamment dans le cadre de Dart. Tiens, c'est bizarre que la connexion plante. Ok. Désolé, petit problème technique. Ça aurait mieux marché sur un Chromebook. Je ne sais pas où est ma fenêtre. Je vais tenter de rebrancher. Peut-être la connexion à l'adaptateur. Changer d'adaptateur. Hop. C'est un USB-C ça? Ah non. Ah. Ok. Alors comme on dit chez les US Navy Seals, 2 is one, 1 is none. Si vous avez qu'un item, il va planter. Du coup, il vous en faut un deuxième. Ah, c'est l'ordi qui a freeze. Non. Si. Ok, on a un mode miroir. Recopier vidéo. Non. Oui. Oui. Du coup, je ne sais pas où est ma fenêtre de présentation. Tiens, c'est bizarre ça. Ok. Lire. Votre présentateur. Hop. Hop. Du coup, j'en étais où? Oui, on a notamment donc une extension qui permet de faire de l'autocomplétion et du code highlighting facilement en HTML, CSS, JS. Donc ça c'est pas mal parce que bon, le JS on peut l'exécuter en local sans trop de problèmes. Un truc que j'ai testé aussi, c'est qu'on peut ouvrir une console sur un port série pour discuter avec un Arduino ou en l'occurrence un GPS Garmin. Et il y a plein d'autres utilisations que je n'ai pas forcément documentées. Dans les trucs qui ne fonctionnent pas, le Java, désolé pour ceux qui font du Java, de base. Dans les trucs qui ne fonctionnent pas ou mal de base. Le Java, les .exe, vmix, NDI.
Et un truc qui m'a fortement ennuyé très récemment, c'est la configuration d'OpenVPN, qui est un petit peu bancale dans les versions récentes. Ils sont en train d'y travailler chez Google, mais c'est encore un petit peu bancal. Du coup, dans les setups que j'utilise, ou que j'ai utilisé, mon ancien setup, c'était d'avoir du coup un chrout basé sur Crouton, avec une distribution Debian, et je faisais tourner un IntelliJ sur le Chromebook, dans la distribution Debian, si c'est possible. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai mon serveur dédié, j'y accède en SSH, il tourne sous Proxmox, je crée des VM dedans, je fais des redirections de ports SSH pour accéder aux services dont j'ai besoin, et j'utilise un Eclipse qui tourne dans mon data center. Enfin, mon data center virtuel qui tourne sur un serveur dédié. Dans le futur, je vais tester Termux parce que j'ai depuis peu accès à un Chromebook qui dispose de Google Play, donc je vais pouvoir installer Termux et pouvoir exécuter des serveurs locaux directement sur le Chromebook en le laissant en installation de base. Alors pourquoi ce talk? À la base, parce que less is more. Il y a 10 ans, je travaillais avec un IPC 701, alors je ne sais pas si tout le monde a connu, mais c'était 4 Go de disque dur, 512 mégas de RAM, 800 par 600 en termes de résolution. Voilà, ça a obligé à repenser son workflow de développement. Et aussi parce que c'est à la base pas cher, mais ça vaut le coup. On a un système quand même qui est maintenu par Google, les drivers sont supportés par Google, ça fait depuis 2015 que j'utilise un Chromebook, et il n'a fait que s'améliorer avec le temps en fait. Il n'y a pas forcément de ralentissement qui est ressenti avec le SSD qui commence à ramer, ce genre de choses. Donc je trouve que ça vaut le coup. Le futur de Chrome OS, Google a sorti récemment un nouveau Chromebook. Ils l'ont positionné un peu sur le haut de gamme. Du coup, ça laisse à penser que les autres constructeurs vont aussi suivre au niveau des prix. Ça ne sera pas forcément intéressant du coup d'acheter dans les, on va dire, des Chromebooks à 500 €. Autant acheter, je ne sais pas, autre chose et installer Linux. Mais on peut espérer que Google va continuer à supporter cette plateforme. L'intégration qu'il y a avec les applications Android est assez intéressante. On peut bénéficier maintenant plus facilement d'autres options pour transformer ces machines-là en machines de développement. Donc c'est assez intéressant. Je vais faire vite, enfin j'ai fait vite du coup. Merci pour votre attention. Je vais noter les références aux applications et les produits dont j'ai parlé dans un repository GitHub que j'ai créé pour l'occasion. Alors, s'il y a juste une URL à retenir, c'est l'URL en fait. Donc c'est spécifié dans le repo GitHub. C'est l'URL des pages du site internet de Google qui spécifie la liste des Chromebooks qui sont éligibles à Google Play. En fait, on voit qu'il y a pas mal de Chromebooks qui sont en statut Planed. C'est planifié de les passer à Google Play, mais ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, c'est cette URL-là qu'il faut surveiller, et surtout avant d'acheter un Chromebook, vérifier qu'il est compatible Google Play. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà, et puis si jamais vous voulez me contacter, il y a mon mail OnePoint et mon mail dédié à ce talk, je fais du dave@gmail.com. Voilà, merci. Ah oui, effectivement. Vous pouvez laisser des gommettes sur les fiches d'évaluation voilà, si vous avez aimé le talk. Et si vous avez des suggestions, que vous êtes utilisateur de Chromebook aussi et que vous avez des astuces, je suis preneur. Voilà.